Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'animé et celle d'aujourd'hui a été particulièrement difficile à réaliser tant l'animé semble complexe. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de Neon Genesis Evangelion, animé sorti initialement en 1995 et produit par Gainax. Cela a été très difficile de résumer ce bordel vu les différents axes empruntés et avec la difficulté de percevoir clairement les messages que l'auteur a voulu faire passer. Sans parler des décisions prises et mises en place pour la fin de l'anime, qui ne se base que sur des points abstraits et est donc complètement dépourvu de tout l'univers mis en place depuis le début en se concentrant uniquement sur la mentalité des personnages, tout en essayant de prendre également la fin du film en compte produite plus tard. Bref, je vais évidemment essayer de faire au mieux pour vous exposer mon avis qui sera donc évidemment subjectif et je vous invite donc à me donner en commentaire votre vision de l'œuvre qui peut être très différente de la mienne. Évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu Evangelion, en tout cas, je l'espère, car cette vidéo va spoiler l'anime et le film The End of Evangelion. Sur le coup, un très court synopsis sera suffisant. On suit l'histoire de Shinji Ikari, fils de Gendo Ikari, à la tête d'un groupe qui a pour mission de protéger la Terre contre des créatures surpuissantes nommées anges, qui retrouve son père qui le convoque pour piloter une EVA, des mechas spécialement conçus pour lutter contre ces mêmes anges, entouré par plusieurs autres personnages qui vont graviter autour de l'intrigue pour étoffer l'histoire et les relations sociales qui vont être un point clé de l'anime. Sans plus attendre, bienvenue dans mon analyse de cet anime souvent considéré comme un chef-d'œuvre. Voyons ce que ça donne. Comme à mon habitude, nous allons débuter cette analyse par les aspects techniques de l'anime. Et du côté de l'animation, les combats sont vraiment dynamiques et sympas malgré l'âge, et les scènes plus banales, elles, souffrent un peu plus de l'âge, et cela se fait donc ressentir surtout vers la fin de l'anime, mais je pense que vous en avez suffisamment entendu parler de ce côté-là, donc pas la peine que j'en rajoute une couche. Les expressions faciales retranscrivent bien les émotions des personnages, ce qui est un très bon point positif quand on connaît la direction que va prendre l'œuvre. Je n'ai pas parlé des chara-design qui eux profitent de l'âge pour être plus marquants et rafraîchissants vis-à-vis des animés récents qui eux innovent peu de ce côté-là. Les OST sont marquantes pour certaines et seront retenues par un bon nombre de spectateurs. À certains moments, elles sont même vraiment dérangeantes au vu de ce qui se passe à l'écran, que ce soit pendant la troisième impact lors du film The End of Evangelion ou lors du contrôle mental de Asuka par un ange par exemple. Pour terminer, j'ai vu Evangelion en VOSTFR et je dois dire que les seiyuu, japonais donc, sont incroyables et on sent bien les émotions dans leur voix, donnant un cachet supplémentaire à la piste audio de l'œuvre. Pour ce qui est de l'univers de Evangelion, celui-ci est assez classique, nous présentant un univers post-apocalyptique où l'humanité tente de survivre face à des anges qui tentent de l'éradiquer. Rien d'innovant donc à première vue, cependant une subtilité se dégage ici. On comprend rapidement que l'intrigue principale ne se focalisera pas sur l'aspect survie, comme peuvent le faire un grand nombre d'animés ou de séries traitant ce sujet. L'aspect politique entre la NERV et les alliances mondiales est rapidement introduit, même s'il reste au début très flou et difficile à suivre. Il était difficile notamment de connaître les réels enjeux de leurs échanges, ce qui perd un peu le spectateur. Cependant, ces points-là seront décrits et précisés vers la fin de l'anime, et permettent donc quand même aux spectateurs de se questionner tout le long de l'anime au sujet des réelles intentions des différents partis. D'autres points intéressants ressortent également, j'ai beaucoup apprécié par exemple le côté réaliste des enjeux de la NERV qui ne semble pas centrer ses intentions uniquement sur la survie de son peuple, mais plutôt sur son intérêt à toujours rester indispensable aux différentes autorités pour garder leur financement, utilisé notamment dans des expériences justifiées pour améliorer les défenses de l'humanité, alors que celles-ci font avancer un plan plus grand encore que seuls certains très proches collaborateurs de Gendo connaissent. Un conflit d'intérêts arriverait donc à l'intérieur même de la NERV quand certains personnages comme Misato découvriront les réelles intentions du chef de la NERV, mise en évidence par Kaji, un agent double qui mettra en lumière les vices cachés de cette organisation. Tous ces points
tiennent le spectateur en haleine et permettront une avancée et des découvertes au fur et à mesure de l'anime. D'autres questionnements seront également présents et viendront étoffer l'univers, comme l'origine de Rei, l'origine des anges et des Eva, quels sont les objectifs des anges, etc. En parlant des anges, je voulais notifier que ceux-ci avaient des chara-designs très originaux et diversifiés, permettant de leur donner leur côté cauchemardesque qui fonctionne très bien, en plus de marquer le spectateur. Bref, l'univers de Evangelion est assez complexe et nécessite un certain nombre d'épisodes pour mieux le cerner. C'est pourquoi j'ai trouvé dommage de ne pas dévoiler tant de secrets dans les premiers épisodes, ce qui les aurait rendus, après un premier visionnage, plus intéressants, même si ceux-là ne sont pas aussi mauvais que je pouvais le ressentir au début de l'œuvre. En effet, j'ai eu l'impression que la vraie intrigue traînait à arriver et prend une dizaine d'épisodes avant de réellement débuter. Le début d'anime ressemble plus à une succession d'épisodes complètement indépendants les uns des autres, hormis avec l'introduction de certains persos comme Kaji ou Asuka. Ces épisodes montrent une succession de petites missions isolées et ne font pas ou très peu avancer l'intrigue principale. Un ange apparaît, la première idée mission échoue, puis il se trouve une deuxième, ils s'entraînent s'ils ont du temps et réussissent finalement par vaincre l'ange. J'étais à ce moment-là loin de penser que cet anime serait une masterclass comme on avait pu me le vendre. La seule évolution visible à ce niveau-là, c'était celle des personnages, et cela aura un impact plus tard, et même à l'origine de mon changement d'avis vis-à-vis de ces premiers épisodes. En effet, on y retrouve des scènes banales de la vie de tous les jours, en plus des missions pour vaincre les anges. Et si l'apparition successive des anges est expliquée plus tard, l'évolution des relations entre les persos et ces scènes dites banales semblent inutiles, mais elles apporteront une sensation de nostalgie à la Steins Gate quand la fin de l'anime viendra. Et c'est donc les derniers épisodes, beaucoup plus sombres, et nous montrons les différents personnages au fond du gouffre, qui me feront regretter ces premiers épisodes où l'on pouvait suivre nos personnages dans leur petit tracas quotidien, à l'époque où l'humour, quelque peu présent, y était appréciable. On épiloguera sur les personnages plus tard et revenons à l'univers avec les petites incohérences ou facilités scénaristiques qui ont pu se glisser dans l'œuvre. La première est celle intervenant dès le premier épisode, même si je sais que ce genre de facilités scénaristiques sont à l'origine de l'histoire de l'œuvre, mais je n'arrive toujours pas à m'y faire personnellement. La synchronisation de Shinji avec l'Eva fonctionne parfaitement alors que celle-ci doit avoir un très faible pourcentage de réussite. J'ai au début laissé le doute quant au fait que Gendo savait peut-être que cela allait fonctionner, vu qu'il est quand même son père et à l'origine de la création des Eva, mais cela n'est pas du tout expliqué plus tard. C'est donc bizarrement un gros coup de peau si cela fonctionne bel et bien. Une autre facilité scénaristique concerne la fréquence de bugs informatiques qui mettent la Nerve dans la merde. Après une attaque d'ange imprévue, la Nerve se voit obligée de changer ses plans pour sauver les Eva et les pilotes. Cependant, à chaque fois que cette situation arrive, les commandes ne répondent pas. Cela arrive un bon nombre de fois, ce qui permet d'augmenter la tension et l'intérêt de la situation. Je comprends bien que sans ça, l'émission serait une réussite du premier coup à chaque fois et que l'intérêt de celle-ci serait donc moindre. Ce que je reproche le plus, c'est le fait que la situation dégénère tout à cause de bugs informatiques, ce qui est redondant premièrement et donc prévisible à la fin. Et ce qui est surtout pas rassurant secondement, c'est quand on sait que l'humanité compte sur l'informatique et sur l'indépendance des Eva pour survivre, alors que celle-ci plante à chaque mission. Bref, hormis ces deux petites incohérences, qui étaient quand même à noter, il n'y en avait pas tant que ça pour un épisode de 26 épisodes, et nous allons donc désormais pouvoir attaquer les deux plus grosses parties de la vidéo. Et nous allons commencer par les personnages et leur traitement dans Evangelion. La première chose que je peux dire à leur sujet, c'est qu'ils portent à eux seuls l'œuvre. En effet, ceux-ci sont de très gros points positifs de l'anime. Ils sont tous très bien développés, à l'exception de certains un peu moins approfondis comme Kaji par exemple. Développement qui a pu être réussi par le fait qu'il n'y ait pas tant de personnages importants pour un anime de 26 épisodes, permettant de laisser à l'auteur le temps de les développer tranquillement et de les approfondir au maximum. Cet anime fera souffrir l'intégralité de son panel de personnages et se focalisera précisément sur leurs manques qui les font souffrir aujourd'hui. Chaque spectateur pourra donc s'identifier à un d'entre eux et pourra se reconnaître dans les difficultés d'au moins un des personnages. C'est un pari très fort du mangaka de critiquer lui-même les personnages auxquels nous allons nous identifier, car nous critiquons nous-mêmes au passage.
Et c'est peut-être le message le plus important qu'a essayé de faire passer l'auteur. Entre l'introversion maladive de Shinji, le problème d'identité de Rei, le manque d'attention d'Asuka, la culpabilité et la perversion sexuelle de Misato, la peur de l'échec et de l'abandon de Ritsuko ou encore l'impossibilité d'abandonner le passé pour Gendo. Pour le cas Shinji, c'est un personnage qui grandit sans figure paternelle et qui en souffre toujours aujourd'hui, ce qui lui vaut la haine qu'il voue à son père. Sans cette figure, le personnage grandit loin de toute relation sociale, l'amenant à s'éloigner de toute personne car précédemment trahi par celui auquel il avait le plus confiance. Shinji n'a plus l'assurance suffisante pour faire confiance aux autres, et c'est pour cela qu'il préfère rester à part. Il sait qu'il ne supportera pas l'abandon de cela, car l'a déjà connu avec son père étant plus jeune. Un enfant type que l'on peut retrouver dans notre monde est probablement à l'image de certains spectateurs montrant la facilité avec laquelle nous pouvons nous identifier à lui. Peut-être pas particulièrement pour l'absence de figure paternelle, mais pour la solitude ressentie d'avoir juste peur de nouer de nouveaux liens. Vous savez, cette peur de construire de nouvelles choses avec des inconnus après une rupture, une perte ou une trahison. C'est pour cette raison que je ne comprends pas pourquoi tant de monde déteste ce personnage. Oui, il ne représente pas la figure culte du héros principal, mais c'est parce qu'il est plus proche de nous. Il ne veut pas monter dans l'Eva, réaction normale de n'importe quelle personne à qui de lourdes responsabilités tombent sans prévenir. Il se plaint tout le temps de sa situation. Ses problèmes passés et enfouis reviennent rien qu'au simple retour de son père dans sa vie. Il ne s'affirme pas. C'est justement à la base même du problème et de l'intrigue du personnage qui essaiera en vain de surmonter ses démons. Shinji est excellemment bien écrit et montre clairement les réactions banales qu'aurait n'importe qui d'autre à sa place, en plus de son problème d'isolement social que beaucoup, dont moi, ont pu connaître à cette période de notre vie. Le passage de l'enfance à l'âge adulte, donnant de nouvelles responsabilités que l'on tente de fuir tout en essayant de faire de notre mieux pour ne pas les regretter. Bref, Shinji est l'un, si ce n'est le meilleur personnage de l'histoire, et pour qui l'anime n'aurait pas pu être le banger qu'il est. Rei est un personnage défini par sa froideur et son manque d'émotion. Dans un premier temps montrée comme incomprise et résultat à risquer sa vie à chaque mission, ne se définissant elle-même que comme un simple outil remplaçable pour ralentir au mieux la chute inévitable de l'homme. N'ayant aucune valeur à ses yeux, le premier à lui tendre la main et à lui montrer une autre facette d'elle-même sera Shinji, ce personnage même souffrant, si ce n'est plus, des mêmes difficultés de valeur de soi. Il est donc assez paradoxal de constater que Shinji voit chez les autres des valeurs que lui seul peut voir, sans se rendre compte que les problèmes qu'il rencontre sont exactement identiques à ceux qu'il cherche à résoudre chez les autres. Cependant, les découvertes faites au cours du visionnage nous font comprendre que Rei, issu de l'unique volonté du père de Shinji à retrouver sa femme, souffre d'un problème autre, plus grand encore que ceux que Shinji pouvait imaginer. La peur de n'être qu'une poupée, qu'elle se cachait refait surface au fur et à mesure que les problèmes de Shinji se dévoilent aux autres, s'identifiant comme une personne à part entière et bien vivante, lui apportant donc les réponses dont elle avait besoin pour avancer. Difficile à supporter au début mais terriblement touchante à la fin, qu'on en viendra même à regretter ses sautes d'humeur du début de l'œuvre. Son background, lui, se fera attendre et montrera un personnage qui, comme Shinji, souffrit de l'absence de relations saines avec ses parents. Peu considéré par son père et totalement invisible aux yeux de sa mère, qui viendra même à y être remplacée par une poupée, Asuka souffre du manque d'affection de ses parents et cela la pousse à toujours être la meilleure pour être sous le feu des projecteurs. Cependant, Asuka n'est pas le personnage principal, et c'est donc Shinji qui, au plus l'anime avancera, réussira à se mettre de plus en plus en avant en laissant une nouvelle fois Asuka dans l'ombre. Difficile donc de lui en vouloir quand celle-ci vient à détester le monde entier qui ne lui prête aucune attention valable. Ce n'est pas les petites attentions de ses camarades vis-à-vis de sa popularité et beauté qui vont changer les choses car ses intentions sont superficielles. Difficile donc de lui en vouloir quand celle-ci vient à se détester par-dessus tout car se sentant inutile aux yeux des autres. Elle-même vient donc souffrir de l'introversion de Shinji, incapable de l'aider, n'ayant pas la confiance utile pour trouver les mots justes, poussant chaque interaction avec elle à un clash qui les éloignera encore plus. En voulant la protéger, Shinji sera une des plus grandes sources de destruction du personnage d'Asuka. J'aurais également pu développer le personnage de Misato qui perdit son père lors du second impact et qui cherchera à retrouver cette figure paternelle en son futur compagnon. Seul Kaji lui sautera aux yeux même si cette relation n'est clairement pas saine et empiétera à contre-cœur sur son devoir à la Nerve.
Elle se verra donc comme très égoïste de faire passer son désir personnel de femme avant son devoir de protection des Eva et de ses jeunes colocataires qu'elle n'arrivera pas à protéger d'eux-mêmes et de sa propre figure de femme, frustrant une fois de plus Asuka qui ne pourra être vue comme une femme par Kaji à cause de Misato et faisant subir à Shinji ses désirs de femme qu'elle n'arrivera plus à expier. J'aurais pu parler également de Risato qui souffre de la réussite professionnelle de sa mère et du manque d'affection et d'attention qu'elle lui a donné, détestant sa mère pour la femme qu'elle est devenue, mais qui devra tout autant se détester après n'être devenue qu'un clone d'elle en répétant les mêmes erreurs. Evangelion adopte deux fins qui montrent deux aspects de l'œuvre différentes. La première, à l'issue de la série télé de 95, se centre plus sur l'aspect psychologique des personnages, avec notamment le problème majeur de Shinji, l'isolement social. C'est à cause de problèmes financiers que la fin de la série originale se voit modifiée pour rentrer dans les clous. C'est donc une fin très imagée par des dessins simplistes qui concluent l'œuvre. Là où beaucoup ont pu crier sur cette fin, le fait que ses designs et son animation, plus que simpliste, matchent paradoxalement plutôt bien avec le propos de cette première fin. Le fait de se centrer sur la mentalité de Shinji est donc bien pensé, même si tous les mystères sur la fin physique de l'univers et des personnages d'Evangelion est donc totalement mis de côté. De ce que j'ai pu y interpréter, Ikari semble avoir réussi son plan de complémentarité des cœurs car Shinji retrouve tous les personnages auxquels il tient à la fin de l'anime. De plus, ils arrivent ensemble à faire comprendre à Shinji, très enfermé sur lui-même depuis le début, qu'il n'est pas une personne indépendante des autres et qu'il ne peut pas vivre sans eux. Il est qui il est grâce aux autres et il devient de jour en jour de plus en plus lui-même grâce à l'expérience apportée par ceux qui l'entourent. Cette hypothèse montrerait que son père avait raison. En effet, Shinji trouve enfin la force de se libérer de ses démons grâce aux autres, montrant que la complémentarité des cœurs éteint les différents défauts et peurs de chacun grâce aux forces des autres, créant ainsi l'homme parfait sans défaut et sans souffrance grâce à la présence de ceux qui leur sont chers. Cependant, une subtilité ressort de cette fin et pourrait même décrire l'échec de la complémentarité des cœurs. En effet, nous avons mention dans cette fin que la vérité n'existe pas et va même encore plus loin en disant que la réalité même n'existe pas. La réalité et la vérité seraient deux concepts qui sont différents pour chacun et c'est chaque personne qui décide de la finalité de ces deux concepts. Peut-être même une seconde volonté d'Ikari à trouver la réalité absolue et la vérité incontestable en fusionnant tous les cœurs. La fin donne l'impression qu'il vaut mieux vivre dans un monde créé de toutes pièces par l'imaginaire de chacun plutôt que dans un monde physique commun à tout le monde, mais en acceptant que celui-ci soit dur et donc pas à notre image. Impression donnée par le fait que les deux derniers épisodes se passent dans le monde de Shinji uniquement, où l'on ne perçoit que ses pensées et on n'a plus du tout les visions des autres personnages. Shinji vivrait donc dans son monde façonné par son propre subconscient avec ses proches le félicitant en restant avec lui. Fin d'autant plus triste quand on se rend compte que celui-ci se trouve la force de dépasser sa peur d'autrui au moment où il ne peut plus vivre avec eux qu'en dehors de ce monde idéal imaginaire. Et où seul le spectateur peut comprendre que Shinji y restera à jamais seul, même si lui ne s'en rendra jamais compte. La fin du film The End of Evangelion montre un côté moins imagé et plus ancré dans la réalité. On suit donc la dernière bataille de la Nerve qui doit lutter contre les nations du monde qui les assaillent après que ceux-ci aient découvert les réelles intentions de Gendo. Cette fois-ci, c'est la victoire des autres autorités qui est montrée et c'est donc le plan d'anéantissement de l'espèce humaine qui est mis en lumière. L'objectif étant de repartir de zéro en se prenant littéralement pour Dieu en refaçonnant un univers plus à leurs images. La fin de Shinji semble également différente, là où la série semble montrer une fin où celui-ci décide de rester seul et de se créer un monde artificiel mais réel pour lui, cette fin semble plutôt montrer une fin où celui-ci reste dans le monde où chacun peut avoir une existence commune, mais sur la nouvelle Terre entièrement vidée de toute vie autre que la sienne. Et au final, cette fin vient à nous poser une question. Est-ce que cette finalité est-elle vraiment meilleure? Une vie réelle mais dans la solitude est-elle vraiment meilleure qu'une vie artificielle, imaginaire, mais entourée de ceux qu'on aime? Est-elle aussi la résultante du choix de vie de Shinji? Bref, Evangelion aura su réinventer son genre tout en nous faisant nous questionner sur notre mode de vie
et rien que pour ça, il est évident que cette œuvre restera longtemps dans les souvenirs des spectateurs comme piqûre de rappel quand vous serez prêt à prendre une décision qui changera le reste de votre vie.